Juste quelques mots sur le contexte peut-être du livre et les principaux enseignements. Le cancer est un mot qui a toujours fait peur. L'annonce tombe brutalement et constitue un traumatisme. On est devant la possibilité qu'il n'y a pas d'avenir du tout. Et puis c'est une entrée dans un monde mystérieux et bouleversant, puisqu'il évoque l'idée de mort. D'autant plus qu'il est très difficile de faire face à une maladie qu'on ne voit pas et qu'on ne sent pas. Une maladie potentiellement mortelle comme le cancer nous confronte à des réalités. On se pose des questions sur le véritable sens de notre vie et sur les implications de la maladie. Néanmoins, c'est une expérience très dure, mais riche en enseignements aussi. Justement, cet ouvrage, c'est une opportunité pour moi de mettre la synthèse de mon expérience et de mon enseignement à la disposition de ceux qui font face aujourd'hui aux défis qui furent les miens. À travers mon récit, je ne prétends à aucun rôle d'éducateur ou de conseiller. Je suis docteur en économie, pas en médecine. Il est vrai que je suis un patient instruit et averti, mais je reste quand même non expert. À travers mon récit, je voulais juste raconter mon vécu de malade du cancer, dans l'espoir que des personnes intéressées y trouvent une identification, une réponse à une quelconque interrogation. Mon livre, mon engagement, ne fut pas déterminé par le seul objectif d'être utile aux autres. L'écriture m'a permis de réaffirmer ma détermination face à la maladie et à sa dimension mortelle. En sortant de l'hôpital en 2006, après une chirurgie très lourde, mes médecins m'accordèrent 12,5% de chance de survie à 5 ans. Et ce fut un message réconfortant de leur part, parce qu'ils auraient pu me dire, de la même façon qu'ils le font avec la plupart de leurs patients, qu'il me restait juste quelques mois à vivre, au cas où j'avais des choses urgentes à régler. Mais pour moi, homme de science et de chiffres, le message était clair. À 87,5%, j'étais mort avant 5 ans. Il m'a fallu beaucoup de temps pour que j'apprenne la dimension approximative et non absolue des pronostics vitaux. D'ailleurs, David Servan-Schreiber disait que les statistiques sont une information, pas une condamnation. À partir de là, un besoin intense d'apprentissage me poussa vers la lecture. Il fallait que je regagne mon indépendance et je construise tout seul mon savoir sur ma maladie et sur mon ennemi. J'ai lu plus de 150 ouvrages sur le cancer. J'étais abonné à la prestigieuse revue américaine The Lancet. L'information fut cruciale pour moi. Le savoir donne le pouvoir d'agir contre la maladie. Il existe des malades qui, plus ils apprennent sur leur maladie, plus ils se renseignent sur leur maladie, plus leurs craintes se dissipent. J'appartiens incontestablement à cette catégorie de malades. D'ailleurs, Sun Tzu disait « Si tu te connais et tu connais ton ennemi, ne crains pas l'issue de 100 batailles. Si tu te connais et tu ne connais pas ton ennemi, tes chances de victoire ou de défaite sont égales. Si tu ne connais ni ton ennemi ni toi-même, tu perdras toutes les batailles. » Donc j'ai décidé de porter mon scaphandre et de plonger au fin fond de moi-même pour découvrir les mécanismes de fonctionnement de cette merveilleuse mécanique qu'est le corps humain. Je découvre la cellule. La cellule gouverne tout. La cellule domine tout. Nous sommes constitués par une série de multiplications et de divisions cellulaires. Le grand oncologue David Kayat estime qu'un homme adulte est constitué d'1 million de milliards de cellules. À chaque division cellulaire, il y en a 20 millions toutes les secondes. La cellule copie les 3 milliards de lettres d'ADN inscrits sur son chromosome dans un ordre rigoureux qui détermine le patrimoine génétique. Il suffit qu'une lettre sur les 3 milliards
soit déplacée ou simplement éliminée pour qu'une protéine mutante soit produite avec tous les effets néfastes sur l'organisme. Il se produit au cours d'une vie des milliards de divisions cellulaires. Et la science a pu établir qu'il existe un risque sur 1 million qu'un gène puisse muter. C'est pour dire que nous faisons face au cours de notre vie à des milliers de milliards d'erreurs de transcription qui génèrent des cellules cancéreuses qui sont éliminées facilement par le système immunitaire. C'est ce qui faisait dire à un très grand biologiste, Steve Stearns, si on vivait assez longtemps, très probablement, on décéderait tous d'un cancer. La plus grande découverte, celle qui m'a laissé le plus perplexe, c'est l'intelligence cellulaire. Nos cellules pensent, elles reconnaissent le danger, elles communiquent entre elles et elles transforment des informations en actions. D'ailleurs, un très grand professeur de médecine, Charles Richard, je pense, a dit « À quoi on doit attribuer l'intelligence si ce n'est à ce qui a mémoire, jugement, pouvoir de création et capacité d'adaptation. » À partir de là, imaginez que la pensée est un concept spirituel est très faux. La pensée est purement biologique et elle fonctionne à travers les transmissions des neurones. L'intelligence cellulaire a été très évidente au niveau des lymphocytes, ces gardiens du corps humain, dotés d'une mémoire prodigieuse, qui peuvent faire face à un moment donné à 1 million d'intrus à la fois, que ce soit des virus, des bactéries, des parasites ou des cellules mutantes. Mieux encore, la science a pu établir que les microtubules, c'est des petits filaments qui sont dans le cytosquelette des cellules et qui contribuent à la rigidité cellulaire. Les microtubules, ils sont sensibles à l'énergie, au son et aux vibrations. Donc la science a déduit qu'il existe une forme de conscience dans les microtubules. C'est pour dire que notre conscience existe au niveau de chacune de notre million de milliards de cellules. Cette intelligence cellulaire, hélas, elle existe aussi au niveau des cellules cancéreuses, forcément, de par leur nature, parce que c'est des cellules. À la seule différence qu'à ce niveau-là, elle prend une forme mafieuse et sournoise. Les astuces et les intrigues qui sont suivies par les cellules cancéreuses pour inhiber les lymphocytes ou pour obliger les cellules saines avoisinantes à collaborer avec elles dans le cadre de leur croissance et de leur prolifération. C'est dément. D'ailleurs, le qualificatif de maligne qu'on leur attribue est vraiment mérité. Toute l'immunothérapie moderne consiste d'ailleurs à sanctionner, à annihiler ce pouvoir qu'ont les cellules cancéreuses. Nos cellules puisent leurs nutriments et leur oxygène dans un fluide qui remplit l'espace entre les cellules et les capillaires qui les entourent, qu'on appelle le milieu interstitiel. Ce milieu est alimenté par le sang, la lymphe, les influx nerveux et le métabolisme. Donc, en fin de compte, il est influencé par notre mode de vie, par notre alimentation, par notre oxygénation, par notre sédentarisme, par le stress, par la pollution. De la même façon que le milieu interstitiel peut apporter aux cellules les nutriments sains et régénérants, il peut véhiculer aussi les polluants et les acides nocifs menant vers la cancérisation. Le milieu interstitiel n'est rien d'autre que ce que Beauchamp appelait le terrain. D'ailleurs, Pasteur, son meilleur ennemi, ils se sont chamaillés toute leur vie durant, n'a pas pu s'empêcher sur son lit de mort d'avouer que Beauchamp avait raison, le microbe n'est rien, le terrain est tout.
Donc le problème du cancer, ce n'est pas tant les cellules cancéreuses, puisqu'on en produit tous les jours, autant que la faiblesse du terrain. D'où l'importance de renforcer en permanence les défenses naturelles à travers une biologie résiliente au plus profond de nos cellules. Généralement, ceci est possible à travers une bonne hygiène de vie, une bonne hygiène alimentaire, la pratique d'un sport régulier, des pensées et une attitude positive, et surtout à travers des mesures de précaution drastiques contre la pollution externe et environnementale. On sera en train, à ce moment-là, d'amener à nos cellules un niveau de résilience et d'efficacité optimale qui créera un milieu inhospitalier au cancer. Cela fait plusieurs années que je suis en rémission, c'est-à-dire que les cellules cancéreuses ne sont pas visibles sur les scans et les images. J'ai appris très tôt que les cancérologues ne prononceront jamais le terme de guérison tant qu'ils n'ont aucune certitude sur ce que l'avenir réserve à un malade du cancer après la fin de son traitement. Tout ceci pour dire que l'après-cancer est une période obscure et insidieuse pour nous. Généralement, les parents et les amis s'attendent à ce qu'on reprenne notre vie d'avant, après la fin des traitements. Il n'y a pas de vie d'avant pour nous. Il y a notre vie avant le cancer et notre vie après le cancer. Faire face à une maladie grave comme le cancer et à un processus drastique d'éradication de la vie laisse des stigmates. Ce qu'on devient n'a rien à voir avec ce qu'on était. C'est pour cela qu'on vit plus avec le cancer qu'après le cancer. Une très grande psychiatre qui fut longtemps mon livre de chevet, Elisabeth Kübler-Ross, a dit « Face à une maladie grave, les patients traversent 4 étapes. La première, c'est celle du déni. La deuxième, c'est celle de la colère et de l'affrontement de la réalité. La troisième, c'est celle du marchandage, où on négocie avec le bon Dieu la prolongation de sa vie. La quatrième est celle du détachement. Elle dit que si on arrive à bien les gérer et à maîtriser sa douleur, on peut aboutir au stade de l'acceptation. Ce que je voudrais vous dire, pour terminer, le cancer n'est pas une sanction divine. C'est un dysfonctionnement biologique, grave certainement, mais il n'en demeure pas moins que ça reste un dysfonctionnement biologique. Dès lors que nous avons le courage de le regarder en face, de l'appeler par son nom, de lui parler, de préférence la nuit, dans le noir, en utilisant la deuxième personne pour l'intimider. Dès lors que nous comprenons les mécanismes de son initiation, de sa promotion et de sa progression, ses forces et ses vulnérabilités, on peut engager plusieurs batailles contre lui et achever quelques triomphes. Voilà, je vous remercie encore une fois d'être venu. Je souhaite à chacun de vous une longue vie et beaucoup de santé. Merci de me lire. Merci de tout cœur.